Bonsoir à vous tous. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue donc à cet échange, à cette rencontre au sujet de la télésanté et des apports de la technologie au domaine de la santé. Un titre assez vaste. On va voir qu'est-ce que c'est exactement et quel type d'enjeux organisationnels et éthiques la technologie, cette technologie de télésanté peut poser. Alors, le Collège des médecins, cette année, a proposé une définition de télémédecine et comme vous ne la connaissez pas encore, je vais vous la partager. Donc, la télémédecine est l'exercice de la médecine à distance à l'aide des technologies de l'information et de la communication, comprenant la téléconsultation, téléexpertise, la télésurveillance et la téléassistance. Et vous avez bien entendu toutes les extensions qui sont ce qu'on pourrait parler la cybersanté, E-santé pour santé électronique. Maintenant, on parle beaucoup de M-santé pour la santé mobile. Donc, en termes de définition, je crois qu'il y a quand même plusieurs concepts, mais qui méritent encore d'être précisés. La télé-santé au Québec, en fait, je croyais bien aussi de revenir sur quelques petits points historiques. Alors, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est nouveau. Déjà, dans les années 40, 50, il y avait un radiologiste, le docteur Albert Jutras, qui avait mis en place un système pour envoyer des ondes radio, donc pour pouvoir suivre des patients à distance. Donc, c'est quand même quelque chose qui date pas d'hier, cette envie-là de pouvoir communiquer, d'envoyer des données, d'échanger de l'information en utilisant la technologie la plus à jour qui soit. Donc, on est passé de la radio avec l'ère des télécommunications, premièrement les téléphones et ensuite de ça, toute la technologie Internet qui a vraiment explosé là, au cours des années 80-90. Nous avons un autre grand pionnier qui était ici à Québec, au CHUL, le docteur Alain Cloutier, qui est un cardio-pédiatre. Et qui a vraiment été aussi un instigateur là, qui a travaillé beaucoup sur le développement des réseaux. C'est une longue histoire aussi qui a eu des hauts et des bas. Pourquoi des hauts et des bas? Donc, ce qu'on a pu voir aussi quand on regarde vraiment très rapidement l'histoire du Québec, c'est que les années 90 jusqu'à à peu près l'année 2004, alors là, c'était beaucoup des projets pilotes qui naissaient un peu sur des initiatives individuelles. On a vu les docteurs Cloutier et autres, les gens qui étaient du côté de McGill et un petit peu dans chaque région du Québec, beaucoup poussés par des champions cliniques. Et il y a eu une tonne des projets pilotes, réseau interrégional de télésanté, le réseau de télésanté de l'Est du Québec, le réseau québécois, etc. Un projet aussi aux îles de la Madeleine, qui ont vraiment été ces premiers piliers-là de la télésanté. En 2004, qu'est-ce qui est arrivé cette année charnière-là? C'est qu'on a décidé de confier les développements aux RUIS, qui sont les réseaux universitaires intégrés en santé. Et alors là, c'est là que se sont produits un peu des projets spécifiques. Chaque RUIS est devenu, dans une certaine mesure, un peu responsable d'appliquer des projets comme la télépathologie, les télésoins de plaie, les télésoins à domicile, la téléformation. Donc, dans différents domaines, pour justement essayer d'étendre un peu les services de télésanté sur tous les territoires du Québec. En 2014, l'avis sur les enjeux éthiques et la télésanté clinique. Donc, il y a eu également plein d'autres éléments, mais c'est juste pour vous montrer à quel point on est encore dans le cœur de cette histoire-là de la télésanté au Québec. Je pense qu'elle occupe une place particulière comme levier de transformation du système de santé, surtout dans des contextes actuels de grandes réformes. On la voit comme un outil qui peut améliorer de façon significative la prestation des services, notamment la continuité, l'accès
Et ça peut être également un choix stratégique pour le Québec. Certains risques qui sont celui, par exemple, de la communication. Souvent, c'est celui qui nous vient tout d'abord à l'esprit. On communique, c'est moins une communication de personne à personne, en face à face, donc on perd certains éléments de cette communication. La confidentialité, la sécurité de l'information, la protection de l'intégrité des patients. Mais aussi, il y a des enjeux au niveau même de l'organisation des soins, du système québécois qu'on connaît actuellement, où il y a des craintes de voir les professionnels de la santé ne pas aller pratiquer dans certaines régions et de dire, ben, je vais offrir le même service, mais en restant dans un grand centre, mais je vais quand même couvrir la Côte-Nord ou l'Abitibi. Des pratiques transfrontalières. Si un médecin vous consulte, mais ce médecin-là n'est pas localisé au Québec, alors le Collège des médecins ne peut pas, là, dans ce cas-là, protéger, en fait, l'acte médical. Il y a deux logiques, deux grandes logiques, en fait. Une qui va être centrée sur l'offre de services. Donc, on est un institut universitaire, un CHU. On offre des services spécialisés sur spécialisés et on va aller desservir notre territoire québécois. Mais il y a l'autre logique qui est celle qui est centrée sur les besoins de l'usager. Donc, les personnes ont besoin de soins, d'avoir accès. Moi, j'ai une maladie X, Y et j'ai besoin de tel spécialiste. Mais il y a la logique aussi qui est centrée sur les besoins, mais celle d'une population, d'un territoire. Donc, participation citoyenne, participation des usagers dans les services de télésanté, est-ce que ce sont des réalités différentes? Oui, probablement. Elles ne répondent pas aux mêmes impératifs. Dans un cas, le patient veut avoir accès aux meilleurs soins possibles compte tenu de ses préférences, de ses besoins, de sa situation de santé. Et dans l'autre cas, bien, il y a les enjeux d'équité d'accès entre les régions, entre les différentes populations. Est-ce que ce sont des vœux pieux ou est-ce que c'est un véritable mouvement social? On vous parle beaucoup de faire participer les patients, les citoyens dans toutes sortes de domaines actuellement. Alors, on peut se questionner là-dessus. Ici, il y a deux concepts distincts. On parle de la participation publique, les citoyens qui prennent part au débat public afin de participer aux prises de décision et possiblement d'influencer les décisions. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que des travaux, par exemple, au ministère de la Santé, invitent les citoyens à venir donner leur avis sur le type de service de télésanté qu'ils veulent. Et dans l'autre cas, c'est la participation du patient à la prise de décision. Donc, le patient est actif. Là, on parle plus de cas où le patient, connaissant bien son état de santé, va pouvoir prendre des décisions pour contribuer à ses soins dans le cadre d'une consultation médicale. Mettre en lumière un peu ses préférences par rapport aux soins qu'il va recevoir. Donc, on est vraiment dans deux types de mouvements distincts, mais qui peuvent aussi être complémentaires. Alors, qu'est-ce qui se fait ailleurs? J'ai ressorti quelques exemples. Jusqu'à quel point, dans d'autres pays, même ici au Québec, on fait participer les patients ou la population dans le développement ou les décisions sur la télésanté? Alors, au Royaume-Uni, en 2012, il y a eu une étude auprès des personnes qui avaient refusé de participer à un des plus grands essais randomisés en télésanté, qui était le Whole System Demonstrator. Et ces chercheurs-là sont allés voir pourquoi les gens n'avaient pas voulu embarquer dans le projet. Donc, les raisons étaient vraiment essentiellement reliées au rapport que ces personnes entretenaient avec la technologie, dont la crainte de la technologie carrément, la littératie en général, ou littératie numérique ou technologique, ou littératie en santé, donc ça serait encore là à approfondir, l'intrusion dans leur vie privée, et la peur, la crainte de la déshumanisation des soins. Des chercheurs sont allés en 2011, cette fois-ci, consulter des citoyens. Tantôt, on était avec des patients, là, on est avec des citoyens, pour voir quels étaient les obstacles et facilitateurs à la mise en place des services de télésanté dans leur milieu. Alors, les citoyens se sont montrés très ouverts à participer à ces débats, à ces questionnements concernant quels services de télésanté devraient être déployés sur leur territoire. Un autre exemple, le dernier, cette fois au Danemark, où on est allé consulter des personnes, notamment les personnes âgées et des personnes qui vivaient avec des maladies chroniques, afin de voir, là, on est plus dans une perspective patient, participation patient, comment l'utilisation de la télésanté pourrait aussi augmenter leur autonomie. Donc, les attentes aussi du public sont à l'effet que ils soient intégrés afin que leurs besoins, leurs attentes soient prises en compte. Et au Québec, où en sommes-nous?
Mais si on creuse un petit peu, c'est encore assez rare que dans les faits, l'offre de services soit centrée sur le patient, sur la population. Il y a quelques expériences qui s'étaient fondées sur des besoins, notamment celle des îles de la Madeleine au tournant des années 2000, qui partaient des besoins d'un petit centre régional, alors vraiment sur un besoin populationnel. Mais on voit beaucoup des besoins des professionnels. On n'est pas allé souvent rencontrer des groupes de patients, des groupes de citoyens pour leur poser la question quel type de service vous voulez en télésanté. Et surtout, ce qu'on remarque actuellement au Québec, c'est qu'il y a très peu de liens entre les structures qui pourraient être de participation citoyenne, par exemple le Forum de citoyens du commissaire à la santé et au bien-être, et aux structures où se prennent les décisions sur la télésanté, notamment au ministère de la Santé ou notamment dans les RUIS. La prise en compte des perspectives des patients, des usagers ou de la population pourrait éventuellement contribuer à une implantation réussie de la télésanté et une intégration dans le continuum de soins-services, comme un service de santé, si on veut, régulier. Ça permettrait d'offrir des services qui seraient davantage centrés sur les besoins des patients et aussi adaptés à des contextes. Alors là, adaptés à des contextes, ça parle aussi, on peut faire référence à des territoires, des perspectives populationnelles. Et le fait de faire participer, mais dans ce cas-là, peut-être un peu plus que les patients, mais les citoyens, donc le public, à ces débats qui touchent autant de questions éthiques, pourrait permettre peut-être un peu d'atténuer ou d'anticiper à tout le moins des conséquences inattendues négatives ou des craintes qu'on a par rapport à la télésanté. La participation, elle va être vraiment au cœur de la logique de soins qui est centrée sur le patient et des soins qui sont adaptés au contexte. Alors, si c'est cette logique-là de soins qu'on veut, bien, on a l'obligation de faire participer ces fameux patients, usagers ou populations. Et on peut se poser la question, est-ce que les orientations actuelles du système de santé seront vraiment favorables à ce nouveau mouvement? Alors, merci. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Ce que je propose dans ma présentation, c'est vraiment un partage de notre expérience pour le déploiement de la télésanté dans le territoire du Ruiz-McGill. Donc, on entend par service de télésanté une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué au Québec à distance au moyen des technologies de l'information et des communications à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Donc, ça résume un peu dans quel cadre nous avons vraiment déployé les services de télésanté. Le territoire de Ruiz-McGill, pour ceux qui ne le connaissent pas, est vraiment la portion rouge de la carte du Québec. Ça correspond à peu près à 65% de la superficie du Québec. C'est une population de 1 800 000 à peu près. On a 10 organisations, 2 CIUS, un CHU, 3 centres intégrés de santé et services sociaux et les 3 régies régionales de la région 10, 17 et 18, ainsi qu'une faculté de médecine. Donc, la caractéristique de ce territoire, c'est vraiment les régions nordiques où on a des régions rurales isolées. L'accessibilité est presque inexistante par voie routière dans certains villages, donc c'est le transport par avion. On a une faible densité populationnelle qui est dispersée sur une large superficie, ce qui explique donc la rareté des ressources de spécialistes et même de médecins omnipraticiens. Donc ces régions sont desservies par des médecins itinérants et la première ligne est presque inexistante dans certains de ces villages. Comme au Nunavik, par exemple, on a 2 centres de santé qui desservent sur les 2 côtes de Lutson et de Longava la première ligne, et les villages qui sont dispersés ne sont même pas desservis par les médecins itinérants, donc ils doivent évacuer les patients par avion à ces centres de santé. Avec les conditions climatiques, on s'entend que ce n'est pas toujours très facile. On a des régions qui sont intermédiaires comme l'Abitibi et l'Outaouais, où la première ligne, la deuxième ligne, c'est des régions qui sont autosuffisantes. Il peut y avoir aussi quelques services tertiaires qui sont existants, mais la troisième ligne n'est pas vraiment bien desservie. Et bien sûr, on a la région montréalaise, qui est une région urbaine caractérisée de toutes les régions urbaines, première, deuxième, troisième ligne existantes. Donc, on avait ce défi de desservir
un territoire assez disparate avec des différences culturelles aussi très importantes et des écarts de santé aussi qui sont très, très importants. On a mis de l'avant cette vision de centre virtuel de santé et services sociaux qui se voulait un réseau intégré de services cliniques. C'était vraiment un nouveau paradigme dans la façon de voir les choses parce qu'on demandait aux gens de fonctionner dans un paradigme réseau plutôt que dans un paradigme d'établissement, dans une logique d'établissement. Et la spécificité, c'était le guichet unique qui est un peu le lien, le lien central de cette organisation virtuelle. À savoir que le guichet unique existe aussi dans les autres RUIS, mais dans des mandats qui sont nuancés et un peu différents d'un RUIS à un autre. Le principe est très simple, c'est une schématisation qui est très simple, mais qui, dans la réalité, est beaucoup plus complexe. Donc, on a un patient qui est dans un site demandeur, qui a besoin d'avoir un accès à un spécialiste ou à un service de deuxième ligne ou même de première ligne, qui adresse une demande pour avoir un accès à un site fournisseur. Le centre de coordination est le maillon, le lien, qui lui peut être le lien entre le demandeur et le fournisseur, où il y a un lien direct entre un demandeur et un fournisseur dans le cas où il y a des corridors de services qui sont déjà établis et que le centre demandeur sait à qui adresser sa demande. Le rôle du centre de coordination est important aussi à souligner parce que c'était l'élément sur lequel on a bâti vraiment le succès de ce réseau-là. C'est l'entité qui va coordonner toutes les demandes. C'est le guichet unique où les demandes sont traitées et réparties vers les centres fournisseurs. Il a le mandat important de travailler sur le soutien technique de tous les établissements. Donc, il est au service de tous les partenaires du RUIS. Il forme les utilisateurs et la formation des utilisateurs en télésanté est un élément qui est extrêmement important. Il assure aussi la qualité et performance tant au niveau technologique et il accompagne aussi les équipes cliniques dans l'assurance qualité des services cliniques. L'objectif qui était poursuivi à travers ce modèle, c'était essentiellement d'accroître l'accessibilité aux soins, première, deuxième, troisième ligne, de réduire les déplacements des patients et des professionnels, améliorer le bien-être des usagers, c'est sûr, quand on approche le service le plus près du domicile, et surtout aussi renforcer l'autonomie régionale par le transfert des connaissances et par le soutien des professionnels à distance. Les objectifs qui étaient indirects étaient vraiment au niveau organisationnel, de diminuer la consommation des services de santé et d'améliorer l'efficience du système. On a fini par avoir un réseau régional à l'intérieur d'une même région. Et ce réseau régional qui essaye de s'autosuffire à un certain niveau, première ou deuxième ligne, est aussi en contact avec le réseau tertiaire pour permettre donc l'accès aux services tertiaires et quaternaires. Donc, dans chaque région, on a fini par avoir, finalement, après 10 ans, des réseaux intrarégionaux et des réseaux interrégionaux. Les cris de la baie James sont en réseau actuellement avec l'Abitibi, avec Chibougamau, et ils sont en réseau avec le réseau McGill, CUSM, de la région urbaine de Montréal. La même chose pour le Nunavik. Ils sont en réseau ensemble et ils sont en contact avec les régions urbaines. Donc, c'est un modèle qui est hybride de centralisé et décentralisé en même temps, qui est assez complexe à gérer, d'où l'importance du guichet unique que j'ai mentionné un peu plus tôt. On a aussi, comme résultat, on a des connexions à l'international. Je pense que c'est le cas de tous les RUIS aussi. Ils font des activités de formation à l'international avec les autres provinces canadiennes, un peu partout dans le monde. Il y a même des consultations cliniques d'expertise qui se font entre les professionnels à l'international. On a plus de 35 spécialités qui sont actuellement fonctionnelles, plus de 11 000 consultations avec patients ou auprès des professionnels en 2014-2015. C'est des consultations en temps réel ou en temps différé. On a 6 réseaux intégrés, et vous voyez un peu la liste ici. Quand je parle de 6 réseaux intégrés structurés, c'est-à-dire on a des équipes, des cliniques virtuelles de médecins qui sont disponibles à donner des consultations quand il y a une demande qui vient des régions partenaires. Alors, et on a aussi énormément de téléconsultations dans différents domaines.
On cite aussi le réseau de téléthrombolyse qui a été déployé au niveau de la province. Ça, c'est un réseau provincial. On a d'autres aussi qui s'en viennent, comme les télésoins à domicile, etc. Si on regarde un peu la croissance depuis 2004-2005 jusqu'à aujourd'hui, on voit une augmentation exponentielle au niveau de la visioconférence. Ce n'est pas la totalité des activités de télésanté, la visioconférence n'en est qu'une partie. Le patient au centre de nos services était le premier principe directeur qu'on a mis de l'avant, mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait rester vigilant tout le long du déploiement des services de télésanté parce qu'il était très facile de dévier de cet objectif-là. Là, souvent, les équipes cliniques ou les équipes technologiques on dévie facilement parce qu'on est vraiment en démarrage. C'est un service qui est novateur. On est beaucoup plus insécure avec la technologie. On ne sait pas comment organiser les services, etc. Puis on oublie le patient en cours de route. Donc, il fallait toujours redresser le chemin pour dire, il ne faut pas oublier le patient là-dedans. Il va falloir que le patient devienne un acteur dans le déploiement de nos services télésanté. Donc, ça, c'est un élément qu'on considère très important. Les 3 piliers sur lesquels on doit bâtir les services de télésanté sont le volet clinique en premier, qui doit être, lui, le moteur, le volet technologique et le volet organisationnel. Et les 3, à un certain moment, doivent se coordonner ensemble pour pouvoir déployer, pour qu'on ait un service beaucoup plus pérenne et durable dans le temps. Et le centre de coordination était l'élément qui a permis de coordonner ces 3 piliers très importants. Et les 3 constats qui sont très importants aussi, c'est l'intégration des services de télésanté dans les services traditionnels, dans les processus actuels existants au niveau de la pratique clinique professionnelle, l'harmonisation. Le fait de déployer à un niveau territorial nécessite d'avoir une harmonisation, une standardisation des procédures, des pratiques. Et le centre de coordination était là pour veiller à ce que ça soit fait. Et actuellement, on est dans un processus d'harmonisation et de standardisation entre les 4 réseaux qui sont fonctionnels au niveau de la province. Et depuis qu'on a commencé en 2004, malheureusement, il n'y avait pas de vision ministérielle pour le déploiement de la télésanté. On a fait le développement comme un bébé qui apprend à marcher le pas à pas, mais actuellement, le ministère est en train de déployer une vision ministérielle. Alors, les principaux constats au niveau clinique, la télésanté doit reposer sur les besoins populationnels. On s'est rendu compte que l'analyse des besoins n'était pas aussi évidente que ça. Ça a été un élément assez fastidieux à faire avec les régions. Et cette analyse de besoins devait se faire de façon régulière. Alors, avec la lenteur du ministère, quand on commençait un déploiement, 2 ans après l'analyse des besoins, on se rendait compte vite que le besoin n'était plus là, puis qu'il a évolué. Alors, il fallait se réajuster tout le temps. Les projets de télésanté sont essentiellement des projets cliniques. Ils doivent être portés par des professionnels, par des champions cliniques, par des équipes cliniques. Sinon, on n'arrivera jamais à un succès ou bien ils vont tomber très vite à l'eau. L'offre de services, on le sait très bien, les ressources sont limitées, puis l'offre de services doit s'adapter aux besoins populationnels et elle doit être bien définie et déterminée pour gérer les attentes aussi des partenaires. Standards et normes de pratique de qualité, c'est un souci constant aux professionnels. Oui, ils veulent faire de la télésanté, mais il faut s'assurer qu'on offre un service de qualité. Puis ça, c'est un des éléments qui est toujours à réviser à ce niveau-là. La technologie doit être conviviale, elle doit être fiable, elle doit garantir une qualité de service. On a travaillé beaucoup sur la mutualisation des plateformes technologiques pour essayer d'être plus efficient au niveau territorial. Ça a été un succès, une leçon apprise. Puis la formation au niveau de la technologie, il ne faut pas la sous-estimer. Il y a la formation, puis il y a aussi le soutien lors des opérations, surtout cliniques. On a une série d'enjeux qui restent, qui sont toujours d'actualité. La gouvernance, on est en plein dedans. Le fonctionnement réseau versus fonctionnement établissement qui n'est pas résolu. La rémunération, on a déjà un premier pas de fait, mais il ne règle pas tous les cas de figure. La pérennité des services, elle est toujours sur la table à chaque fois. L'intégration n'est pas évidente. On travaille beaucoup là-dessus. Le cadre légal, on a déjà une amorce d'un cadre légal, mais qui n'est pas complet.
L'intégration avec les dossiers cliniques informatisés et le dossier Santé Québec, c'est un enjeu qui revient à chaque déploiement d'un service clinique. Et en bout de ligne, l'évaluation, où on a un vide, pas presque total, mais très important, où on essaye de stimuler et d'intéresser les chercheurs à nous accompagner dans l'évaluation des projets de télésanté. Merci. Merci. J'intitule ma présentation Wikitrauma, l'application des connaissances 2.0. Donc, le problème auquel je m'attaque, c'est celui d'un milieu très chaotique, celui des départements de médecine d'urgence. Vous avez sûrement ou peut-être pas déjà été dans une urgence pour un problème de santé et c'est un milieu très chaotique, un milieu très difficile d'amener des changements parce que ça implique des équipes multidisciplinaires. Ça implique des patients qui arrivent toujours un peu à la dernière minute. On a peu d'informations sur nos patients quand on les traite. Donc, c'est toujours une situation chaotique qui est difficile à gérer. Dans ces milieux chaotiques, on a besoin d'outils pour nous aider à pratiquer. On a besoin d'outils pour nous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, quand je parle d'outils de connaissance, c'est des aides-mémoires, c'est des outils qui nous rappellent la bonne dose de médicaments à donner, qui nous rappellent la bonne séquence de traitement à administrer à chaque patient. Pour mon programme de recherche, c'est la traumatologie en particulier. Et une des raisons, c'est que c'est la cause de mortalité la plus fréquente chez les personnes entre 1 et 45 ans. Ça coûte au Canada, en fait, en coûts directs et indirects, 26,8 milliards de dollars. Et il y a malheureusement une variabilité dans la qualité des soins en traumatologie. Malgré l'importance de ce problème-là, il reste encore une grosse variation dans la qualité des soins qui sont administrés à travers le réseau au Québec et au Canada. Et on sait que nos décisions dans ce domaine de traumatologie ne sont malheureusement pas toujours basées sur des données probantes. Et quand j'utilise le mot données probantes, je veux dire la science. La science produit à chaque année des milliers d'articles qu'on doit assimiler comme clinicien et qu'on doit décider si on met ou non en pratique. Et malheureusement, les outils de connaissance qui sont développés en silo, sont développés dans un hôpital pour cet hôpital-là, mais ils ne sont pas partagés avec le reste du réseau. L'outil que je veux explorer, le wiki, est une façon de partager les outils de connaissance qui sont développés localement pour permettre à tous les hôpitaux, tous les centres hospitaliers du Québec et tous les points de service, en fait, de pouvoir accéder aux outils d'information qui sont utilisés ou développés dans d'autres centres hospitaliers. Et je parle de documents de prescription de médicaments, de protocoles de soins, d'outils d'aide à la décision pour les patients. On peut parler d'informatisation aussi des soins de la santé. Ici, je vous présente un modèle qui est très connu en recherche, en transfert des connaissances. C'est le modèle d'application des connaissances des instituts de recherche en santé du Canada. C'est un modèle conceptuel qui permet de schématiser un peu comment la science fondamentale est créée, qui mène vers des synthèses de connaissances. Et ces synthèses de connaissances-là produisent des outils, des guides de pratique qui doivent par la suite être aussi purifiés ou synthétisés, adaptés localement et entrer dans un cycle d'application qui nous permet d'étudier chacun de ces processus d'adaptation des connaissances. Et le wiki, dans mon projet à moi, veut s'attaquer à l'adaptation des connaissances au contexte local. Donc, le wiki est une plateforme de partage des connaissances, mais aussi un outil qui va permettre à chaque centre hospitalier, point de service, de prendre les outils qui sont faits ailleurs et de les rendre disponibles à tout le monde en les publiant sur le wiki. Donc, la plateforme Wikitrauma est une plateforme issue de la mouvance du Web 2.0 qui se veut un mouvement qui donne le pouvoir à l'individu, qui donne le pouvoir à les utilisateurs du Web, les internautes, et appliqué à notre problématique de vouloir transférer les connaissances en pratique, les cliniciens et les patients sont souvent un peu laissés pour compte dans ce processus de création des connaissances. Et donc, en rendant disponible un wiki à ces cliniciens et patients, les cliniciens et les patients peuvent s'approprier la connaissance, l'adapter localement et la rendre beaucoup plus facile à utiliser dans leur contexte quotidien.
Je donne 2 exemples de sites web 2.0, peut-être un qui est très connu, qui est Wikipédia, et un site web Intellipedia, qui est le gouvernement américain qui utilise un wiki pour permettre à leurs espions de partager leurs connaissances du monde qu'ils sont en train d'investiguer. Et donc, on peut voir 2 modèles ici. Wikipédia, qui est un site web ouvert complètement à la population, que n'importe qui peut éditer. Mais Intellipedia est un site web wiki réservé à une communauté très fermée et ultra sécurisée. Donc, le site Wikitrauma se situerait probablement un peu entre ces 2 modèles-là, où on aurait un modèle un peu moins ouvert que Wikipédia, mais plus ouvert que Intellipedia pour permettre justement cet engagement des cliniciens et des patients dans la création des outils de connaissance qui sont adaptés à leur réalité. À quoi ressemble actuellement la plateforme Wikitrauma? Elle est construite essentiellement sur un site wiki Google Sites. Donc, ce n'est pas un wiki beaucoup plus compliqué qu'un logiciel complètement gratuit qui est disponible à tous pour créer des sites web. Et on a créé un répertoire de différents outils de connaissance, incluant des protocoles, des algorithmes décisionnels, des outils de prescription pour les médecins. Pour l'éditer, la personne qui a droit d'éditer la page, parce que pour avoir droit d'éditer le contenu, il faut avoir une invitation de moi-même, en fait, du responsable du site web. Pour y accéder, il y a un petit crayon ici. La personne peut cliquer sur le site web et aller modifier le contenu. Donc, je donne évidemment mes invitations à des gestionnaires, à des personnes en autorité pour éditer le contenu. On tente d'étudier justement à quel point on peut devenir le plus inclusif possible, mais dans l'implantation de notre projet, pour créer une confiance de nos cliniciens déjà sur place et de nos décideurs, on y va par étapes. On peut contrôler l'accès de chaque page. Donc, on peut déterminer le niveau d'accès d'une page à l'autre. Donc, s'il y a des documents un peu plus sensibles, on peut les réserver à uniquement certaines personnes, alors que si on veut avoir des outils qui sont accessibles à tous, on peut ouvrir la page et l'édition de la page à plusieurs personnes. Le programme Wikitrauma est un programme en 4 projets qui permet d'étudier le potentiel de Wikitrauma. Le projet numéro A était une revue de littérature qui explorait l'usage des wikis en santé en général. Et on est allé revoir toute la littérature sur l'usage des wikis. Et on a publié une revue de littérature à large spectre, ou un scoping review en anglais, en 2013. Et on a un protocole Cochrane, de la collaboration Cochrane en cours, qui est beaucoup plus étroite dans son objectif de vouloir inclure uniquement les études avec un devis expérimental très rigoureux pour voir l'évidence qui supporte l'usage des outils de collaboration pour partager et de transférer les connaissances. Le projet B est un sondage qu'on a fait auprès de l'ensemble des médecins, infirmières, inhalothérapeutes et pharmaciens œuvrant dans 12 salles d'urgence au Québec, et on a exploré un peu leur intérêt à vouloir utiliser notre site Web. Le projet C était un projet qui développait une intervention basée sur la théorie du comportement planifié pour tenter de s'attaquer aux différentes barrières et d'augmenter les facilitateurs à la mise en place de notre plateforme Wikitrauma. Et le projet D est une implantation de notre plateforme Wikitrauma en pratique avec un cours qu'on a créé pour montrer aux professionnels de la santé à utiliser notre plateforme de façon sécuritaire. On a identifié des barrières, des facilitateurs à l'usage de Wikitrauma. On a identifié les effets bénéfiques perçus par les différents auteurs qui ont exploré l'usage des wikis et des outils de collaboration et les effets négatifs perçus. Pour en mentionner quelques-unes des barrières, il y a l'inconfort à l'utiliser les technologies de l'information qui sont une des barrières les plus fréquemment mentionnées, le manque de temps et la charge de travail que les cliniciens doivent faire face à tous les jours, le manque de confiance à utiliser le wiki et l'accès au wiki qui pourrait être problématique selon certaines personnes. Les facilitateurs mentionnés étaient la formation, la qualité scientifique de l'information, la facilité d'usage du site Web, la possibilité de l'essayer, la présence d'un modérateur et des incitatifs comme des crédits de formation médicale continue pour encourager les cliniciens à l'utiliser. Parmi les effets bénéfiques perçus, il y avait l'amélioration des apprentissages, l'amélioration de la communication, l'amélioration de la collaboration à travers le réseau et l'amélioration de la qualité des soins qui étaient perçus par certains auteurs. Par rapport aux effets négatifs perçus,
le plus fréquent et celui qui est le plus mentionné auprès de mes collègues, c'est la peur qu'un wiki puisse disséminer de l'information qui n'est pas encore prête à être utilisée. Donc, une dissémination d'informations non validées et une surcharge d'informations. S'il y a trop d'informations, c'est comme si on n'avait pas assez. En conclusion, les wikis ont un potentiel pour l'application des connaissances. Ça permettrait l'adaptation des outils au contexte local. Ça diminue la duplication. On pourrait potentiellement améliorer la qualité des soins. Et il faut penser aussi au futur où on a des systèmes d'information qui sont liés. Là, je fais référence au Web 3.0 et des systèmes intelligents, le Web 4.0, qui pourraient bénéficier d'avoir un répertoire d'outils de connaissances adaptés aux besoins des cliniciens. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, en premier lieu, on a affaire ici avec un très vaste ensemble de technologies, d'usages, de pratiques, donc de la téléconsultation, visioconférence, à des télésoins à domicile, du monitoring. On peut aller jusqu'à de la téléchirurgie différente. Donc, autant qu'il y a de professions médicales, autant y a-t-il de pratiques possibles et différentes technologies pour les soutenir. Et là, on parle de la médecine, mais il y a évidemment tout l'aspect santé et services sociaux, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, devant ce vaste ensemble de technologies-là, qui en plus se situe à des niveaux de développement qui sont différents. Donc, il y en a qui sont en usage depuis déjà plusieurs années, d'autres qui sont encore au stade expérimental. On a besoin nécessairement de repères pour s'orienter à l'intérieur de cet ensemble-là. Donc, un des défis, un des besoins, dans le fond, qu'on avait lorsqu'on commence à aborder ça, c'est de réussir à avoir ce niveau de généralité-là qui est suffisant pour pouvoir aborder l'ensemble des technologies qui sont en jeu. On ajoute à ça une évolution très rapide de ces technologies-là. Qui plus est, on a besoin encore de garder ce niveau de généralité-là dans la mesure à ce qu'on puisse durer dans le temps. Donc, pas uniquement sur le vaste ensemble, mais aussi dans la durée, étant donné qu'il y a des applications comme ça qui sont au stade expérimental, qui vont devenir les applications peut-être communes des prochaines années. Et au cas par cas, on ne s'en sort simplement pas. Donc, l'idée n'est pas ici de faire de la certification d'application, de la certification éthique, par exemple, mais plutôt de regarder au niveau systémique. Il y a peu, en fait, de projets de télésanté. Ce ne sont pas tous les projets qui sont suivis par une évaluation. Et là, en plus, où la documentation existe, donc où l'évaluation est faite, les données sont très peu diffusées. Donc, il y a un problème d'accès à l'intérieur du réseau même pour pouvoir faire progresser, si on veut, des formules gagnantes. Là où il peut y avoir des problèmes, on se retrouve souvent dans une logique de projet pilote, donc on recommence régulièrement. Et pour plusieurs acteurs en ce moment, l'idée est plutôt d'aller vers un déploiement beaucoup plus large, à beaucoup plus large échelle dans le réseau, dans l'idée d'avoir des réseaux qui sont vraiment intégrés. Nous, notre défi, c'est de réussir d'introduire l'éthique le plus tôt possible dans ce développement-là. Et ça s'est fait par l'expression d'une vision d'ensemble pour le développement responsable de la télésanté, qui était un des objectifs principaux de la vie. Donc, caractéristiques générales, caractéristiques qui sont évidemment cumulatives. Donc, on les a ici, on en a identifié 5, nous. Donc, première caractéristique, caractère hybride de la télésanté. Donc, à la fois un outil technologique, mais aussi un service, un mode de prestation des soins. C'est deux dimensions qui sont évidemment complémentaires. Et puis, à peu près tous les enjeux, dans le fond, vont finir par reposer sur une de ces deux caractéristiques-là ou sur l'union des deux. Évidemment, on a affaire avec de la technologie, donc des technologies qui reviennent avec les différents risques de défaillance que ça peut avoir. Et évidemment, ça amène aussi des impacts importants sur la qualité des soins. On parle de technologies aussi, de pratiques qui sont innovantes, donc d'innovation, et donc pas uniquement technologique, mais aussi de nature plus sociale. Donc, on parle de changement dans la pratique, dans l'organisation des soins, dans les relations entre les différents acteurs en télésanté, dans les rôles aussi que chacun va prendre l'un par rapport à l'autre. Évidemment, avec l'introduction des technologies de cette nature-là, ça amène de nouvelles manières de communiquer, ça amène des nouvelles sources d'informations. Ça change un peu aussi les horizons d'attente d'un point de vue temporel, notamment entre les acteurs. Et évidemment, lorsqu'on parle de communication, ce sont des éléments qui sont assez sensibles à l'intérieur des relations humaines. Il y a un aspect de nouveauté. La technologie, on est habitué de l'avoir en santé, c'est là depuis très longtemps. Cependant, dans le cas de la télésanté, ce qui est particulier, c'est qu'elle se retrouve au cœur même de l'interaction. Donc, vraiment entre le professionnel et l'usager ou entre deux professionnels. Ça peut être des éléments un peu banals, là, comme le fait que dans une visioconférence, c'est à peu près impossible de se regarder dans les yeux, de croiser le regard donc de la personne avec qui on
on discute ou avec la personne qui intervient. C'est banal, mais en même temps, ça montre à quel point des fois des petits gestes peuvent être importants dans la structuration d'une relation de confiance, une relation de soins. Puis ensuite, surtout par l'aspect technologique, mais il peut y avoir certaines contraintes à l'accessibilité. On parle de disparités importantes dans le niveau d'informatisation entre les établissements encore aujourd'hui, entre les points de service, que ce soit en termes de qualité de la bande passante, par exemple, qui ne permettent pas certaines activités. Donc, évidemment, là où il y a des disparités régionales, l'accès au type de service, au service de télésanté va pouvoir être affecté. Le facteur de la distance, qui est probablement le plus central de la télésanté, qui permet de communiquer, d'intervenir malgré la distance, qui peut être plus ou moins grande. Ça peut être à l'intérieur même d'une ville ou entre justement un grand centre et une région très éloignée dans le Grand Nord. Ou des fois aussi des personnes qui ont des états plus instables, qui ont des problèmes de mobilité. Et donc là, évidemment, le déplacement serait problématique. À ce moment-là, la télésanté permet d'aller les rejoindre plus aisément. Il y a certaines craintes qui peuvent être exprimées, particulièrement en ce qui a trait à la qualité de la relation professionnelle. Mais encore aujourd'hui, ça demeure assez ambigu à savoir là où la télésanté, ou du moins la relation à distance, ou la technologie peut permettre d'améliorer certains aspects de la relation et d'autres qui ils seraient plus problématiques. Donc, on nage encore dans un certain flou et je pense que là, on a raison d'aller davantage avec la prudence. En matière de milieu de pratique, on peut craindre aussi qu'un professionnel n'ait pas toujours toutes les connaissances nécessaires sur les conditions et les ressources, que ce soit socio-économiques, environnementales et sanitaires, du milieu dans lequel il intervient lorsqu'on est à distance et donc on n'intervient pas nécessairement dans son milieu de pratique immédiat ou habituel. Évidemment, il y a des pratiques qui peuvent se faire à l'international, mais même à l'intérieur d'un grand territoire, ça peut se faire auprès de communautés qui sont très diverses, où aussi des variables culturelles peuvent entrer en ligne de compte. Il y a besoin d'avoir une bonne idée quand même des ressources disponibles là où il intervient. Puis il y a aussi toute la question d'un accès à une espèce d'arrière-plan qui n'est pas toujours évident ou non explicite, qui est pourtant nécessaire pour pouvoir bien exercer son jugement professionnel, donc pouvoir reconnaître un ensemble de non-dits dans la relation avec le patient. Puis enfin, la relation aussi entre les professionnels se trouve transformée par la télésanté. Le lien de confiance peut être plus difficile à construire et à maintenir entre ces professionnels-là lorsqu'ils sont dans des établissements différents et surtout lorsqu'ils ne sont jamais rencontrés. Donc, ils peuvent être amenés à se retrouver à faire affaire avec des collègues hors de leur réseau de référence habituel. Et évidemment, ce n'est pas toujours évident pour un médecin ou autre de faire confiance à un collègue qu'il n'a jamais rencontré en personne pour lui confier un patient. Évidemment, lorsqu'on se retrouve en télésanté, souvent on est dans un mode en réseau avec donc plusieurs intervenants, que ce soit donc on peut penser à une équipe traitante autour d'un patient qui regroupe différents types de professionnels, surtout lorsqu'on arrive dans des types de maladies, par exemple des maladies chroniques qui ont des problématiques plus complexes, qui demandent justement une approche multidisciplinaire. On peut avoir des craintes concernant notamment comment se fait le partage de la responsabilité si cette responsabilité ne se trouve pas être finalement diluée. Ensuite, on peut élargir encore le stack, on peut aller voir du côté même de la conception, du design et du soutien technique des applications de télésanté. Chaque intervenant de la chaîne, donc à partir même de ceux qui conçoivent les applications, donc au départ jusqu'à la prestation de soins, puis ceux qui en font la maintenance, chacun là-dedans a un impact sur le produit final, c'est-à-dire aussi sur la qualité des soins qui sont prodigués. Donc, il y a un acte qui est posé, mais cet acte-là qui est pris en charge, dont la responsabilité est médicale, par exemple, mais qui repose sur un jugement professionnel, qui lui-même repose sur un ensemble de variables qui peuvent être modulées par la technologie, une technologie qui est elle-même conçue par des acteurs autres, qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la santé. Et tout ce beau monde-là, finalement, évolue dans des univers qui sont un peu parallèles. Et à ce moment-là, qui est responsable? Je vais sauter deux caractéristiques pour conclure avec on pourrait dire les grandes lignes, esquisser les grandes recommandations de la commission. En premier lieu, en fait, comme je disais, un des enjeux importants, c'est d'avoir une vision générale qui permette d'aborder les enjeux à partir d'une perspective qui est plus systémique. Et première recommandation importante de la commission est vraiment d'aller vers une forme d'intégration des services. Donc là où la télésanté peut apporter des bénéfices, c'est vraiment lorsque l'aspect réseau est mis de l'avant. Donc on rejoint ici la perspective qui est adoptée par le Ruiz McGill. Donc vraiment s'assurer qu'il y ait évaluation des besoins au départ et en temps opportun, on espère, démonstration de l'utilité clinique et de la sécurité des applications, puis le maintien d'un rapport coefficacité qui est avantageux. L'avis comporte 26 recommandations. Évidemment, ça va être très, très bref pour en faire le sommaire. 5 points principaux, peut-être pour attirer l'attention avant de conclure.
l'importance d'avoir des mécanismes de veille, d'évaluation pour s'assurer qu'on ait vraiment des données de qualité pour que la prise de décision soit facilitée. C'est très difficile, même d'un point de vue éthique, de porter un jugement sur des situations lorsqu'il n'y a pas d'emblée les éléments factuels qui sont bien définis. Soutenir les usagers, les proches aidants, les professionnels dans la transformation du contexte de soins. On parle d'innovation qui bouleverse énormément de pratiques, qui bouleverse plusieurs acteurs. C'est vraiment important que la transition, là où elle est souhaitable, puisse vraiment se faire d'une manière qui est respectueuse des différentes parties prenantes, puis qui cherche surtout à atténuer les inconvénients que ça peut entraîner. Intégrer ces différentes parties-là au processus de décision, les professionnels, les usagers, aussi les proches aidants, puis surtout éviter de leur transférer trop de responsabilités. Par exemple, une personne qui demeure à la maison, qui se retrouve à prendre davantage de responsabilités dans la collecte de ses données, par exemple, dans l'utilisation d'un appareillage technologique qui peut être relativement complexe. Soutenir la pratique professionnelle par de la formation, ça va aussi avec l'aspect de connaissances qui vont pouvoir driver des formations pour les professionnels. Respecter l'autonomie des personnes lorsque les soins sont rendus à distance, à domicile, qu'on ne rappelle pas tout le temps à la personne par son environnement immédiat qu'elle est malade. Et finalement, garantir la sécurité des renseignements de santé lorsqu'ils circulent ou sont conservés en dehors du réseau de la santé. Le réseau de la santé est bien sécurisé, mais lorsqu'on arrive avec les appareils personnels, iPhone, tablettes, les clouds, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Je serais curieuse de savoir qui dans la salle sait ce que c'est le design industriel. C'est plus que d'habitude. Donc, le design, c'est une discipline qui est proche du génie mécanique dans la mesure où on s'intéresse à la conception des objets qui vont être manufacturés. En même temps, il y a un apport très fort de ce qu'on appelle les facteurs humains, donc la préoccupation de l'usager. Puis, depuis 1996, le moment auquel j'ai terminé mon PhD en santé publique, j'ai toujours travaillé sur les technologies médicales avec cet œil-là. Dans les premières années, je me suis concentrée sur ce que j'ai appelé la technologie en aval, c'est-à-dire la technologie déjà conçue qui est introduite dans les systèmes de soins. Donc, j'ai fait de l'évaluation en contexte réel. Il y avait le dossier médical informatisé, la télémédecine. Depuis 2005, je suis revenue à mes premières amours. Je suis revenue aux stratégies de conception de l'innovation. Je me suis intéressée à ce qu'on appelle des entreprises dérivées. C'est des entreprises qui sont, par exemple, créées par des cliniciens ou des chercheurs en milieu universitaire qui créent l'entreprise pour mettre leur technologie sur le marché. Quand j'ai travaillé sur dossier médical informatisé, les questions qu'on se posait à l'époque, c'est est-ce que c'est faisable, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'aujourd'hui, les questions ont changé. Quand on demande autour de nous, la réaction, c'est comment ça se fait que ce n'est pas déjà en place. On est en contact avec plusieurs secteurs où l'informatisation est importante, puis on se demande pourquoi en santé, ce n'est pas plus loin. Il y a des problèmes qui persistent. On en a abordé quelques-uns, mais je pense que ce qu'on a, c'est des développeurs qui ont parfois de la difficulté à expliquer les contraintes et les solutions dans leur langage qui soit compréhensible et des utilisateurs qui ont souvent de la difficulté à clarifier c'est quoi leurs attentes et leurs besoins pour quelque chose qui est mal maîtrisé. À quoi ça sert, la technologie? Je trouve une chose utile à souligner, c'est que la valeur d'une technologie n'est jamais dans la technologie en elle-même, elle est dans ce qu'elle permet de faire. Donc, la valeur de la technologie va être intimement liée, du point de vue de l'utilisateur, à sa capacité perçue à étendre ses habilités et son rayon d'action. Donc, si on applique ça à la santé, imaginez des habilités diagnostiques ou encore pouvoir augmenter le rayon thérapeutique ou traiter des patients pour lesquels on ne pouvait pas faire des choses jusqu'à maintenant. Dans mes études, je suis tombée en amour avec un philosophe des technologies qui s'appelait Don Hyde, qui disait des choses, moi je vais vous les dire la version simple, lui c'était plus élaboré, mais il nous disait il y a deux formes de rapport à la technologie dans son usage. Un premier rapport qui est un rapport de transparence. Donc sur la diapo ici, ce qui est important, c'est les crochets. Donc, l'usager et la technologie ne font qu'un. Je vais vous donner un exemple auquel tout le monde peut se rattacher. Quand vous faites de la bicyclette, vous oubliez la bicyclette, vous n'avez pas besoin de vous rappeler qu'il faut pédaler, maintenir votre équilibre. Vous faites
un avec la bicyclette, vous êtes un cycliste. Donc, cette situation de transparence-là est un peu une forme d'idéal dans le rapport de l'usage à la technologie. Si vous imaginez la crevaison, vous imaginez la deuxième forme de relation qui est sur la diapo, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes détaché de la technologie, vous ne pouvez pas continuer à agir dans le monde avec cette technologie-là. Un exemple simple, si on le transpose dans le monde informatique, des technologies de l'information, vous avez tous déjà vécu la frustration d'un système qui vous dit le champ a été mal rempli ou il y a un champ requis, vous n'avez pas mis la date de la bonne façon. Donc, vous allez vous retrouver devant une interface avec des situations d'opacité. Si on transpose ça à l'informatisation dans le réseau de la santé de façon large, là, toutes ces relations-là d'opacité et de transparence sont démultipliées par le nombre d'usagers. Ici, c'est un schéma de relations fonctionnelles. J'aurais pu en prendre n'importe lequel. Ils ont tous à peu près la même complexité. Il y a plusieurs usagers, il y a plusieurs établissements, il y a des règles administratives, mais il y a aussi des systèmes qui doivent s'interfacer avec, par exemple, les services de radiologie, avec les résultats de laboratoire, etc. Donc, on a des situations d'opacité qui ne seront pas visibles à l'utilisateur, mais qui vont être à un endroit dans le système et qui peuvent être problématiques. Comment on peut bien concevoir les technologies? Pour moi, le design est un lieu d'arbitrage. Donc, c'est évident que quand on démarre un projet, l'innovation à concevoir n'est pas une seule et même chose. Donc, la démarche de design, c'est tenter d'amener de la cohérence dans diverses perspectives. La démarche de design commence, on peut qualifier ça par des étapes dites divergentes, c'est-à-dire de recherche de solutions qui sont larges, de scénarios, d'exploration. Puis ça, c'est des démarches qui permettent en général d'arriver à formuler le problème correctement. Donc, pas trop se lancer dans une solution technologique avant de savoir c'est quoi le problème qu'on tente de résoudre. Dans un deuxième temps, inévitablement, on rentre dans des étapes qui sont dites convergentes. On abandonne des scénarios, il y a des mauvaises idées, il y a de la priorisation de besoins. Il commence à se dessiner des solutions qui sont porteuses de leurs propres contraintes et qui vont amener à une solution qui est plus resserrée. Ce qu'on sait dans la littérature, c'est que plutôt en cours de route dans la démarche, si on implique des usagers, on va pouvoir discuter avec eux de pertinence, les grandes lignes, vers quoi on s'en va. Plus tard, en cours de route, on les implique dans la démarche et plus on va pouvoir les mobiliser, mais sur des choses plus étroites. Par exemple, est-ce que l'interface est bien construite? Est-ce que les actions arrivent au bon moment, etc. Donc, plus des questions d'utilisabilité. Pour bien concevoir, on va vouloir anticiper le contexte d'usage. Puis là, ce qui est flagrant dans le domaine de l'informatisation, c'est qu'il y a toujours des comment en théorie ça devrait fonctionner, puis comment en pratique ça se passe. Puis des fois, on veut s'inspirer de la pratique pour développer le modèle, mais la relation entre les deux, elle n'est pas limpide, elle n'est pas automatique. La télésanté, il faut se rappeler, c'est essentiellement des routines communicationnelles en différents types d'intervenants. Il y a des routines qui sont déjà en place, qui sont efficaces. Il y a des routines qui sont en place, qui ne le sont pas. Donc, tout l'enjeu vient à savoir qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on garde en place avec la nouvelle technologie. Une notion importante, la convivialité. Sur la diapo qui est en anglais, sur la gauche, ce que vous avez, c'est un ensemble de dimensions techniques qui vont affecter la convivialité perçue. Ces dimensions techniques-là vont beaucoup entrer en résonance avec ce qu'on appelle la compétence de l'usager. Idéalement, on voudrait le moins de formation possible. À droite de la diapo, ce que vous avez, c'est les dimensions humaines qui vont faire référence, par exemple, au sentiment d'efficacité perçu, à l'autonomie, peut-être aussi à l'image de soi. Des experts qui parlent entre eux doivent montrer qu'ils sont des experts. il y a des notions qui sont présentes. Quand on fait affaire avec des technologies de l'information, il y a des flexibilités immenses. On peut prototyper de façon rapide. On peut donc évaluer plusieurs aspects de façon séquentielle, remettre en œuvre. Donc, cette malléabilité-là, c'est un atout majeur. Une chose qu'on pourrait se demander, par contre, c'est est-ce qu'on arrive
à travers diverses expériences qui sont en place à partager les apprentissages à plus large échelle. Donc, toutes les petites micro-initiatives de redesign local, est-ce qu'on est capable de les mettre ensemble? Ensuite, pour ce qui est de la valeur de la technologie, ben moi, il y a un peu mon chapeau de santé publique qui me fait dire est-ce qu'on est en train d'accroître les habilités, le rayon d'action de qui on doit augmenter ces habilités-là, puis pour quels besoins de santé. Je suis chercheur, donc j'aime bien rêver puis imaginer d'autres choses. Donc, je me dis, si Chris Hadfield est capable de faire un album dans l'espace, pourquoi on ne pourrait pas faire? Puis là, ici, il y a quelques idées sur la diapo. Il y en a qui sont plus réalistes que d'autres, il y en a qui sont en place. Mais par exemple, en santé mentale, on sait que la santé mentale, c'est un parent pauvre de notre réseau de la santé. Or, on sait également qu'il y a des applications de cyberthérapie, par exemple pour le choc post-traumatique, pour certains troubles obsessifs compulsifs qui sont efficaces. Donc, on se dit comment on peut intégrer ça dans notre réseau. Donc, des initiatives comme ça, il y en aurait une longue liste, qui finalement ne sont pas très coûteuses à développer, pas très coûteuses à opérer, mais probablement très difficiles à faire pénétrer dans notre réseau de la santé, dans sa configuration actuelle. Je vous remercie de votre attention.